la chance d'avoir ici Pascal Orkel, qui est adjointe à l'administratrice générale en charge de la culture et du patrimoine, qui va évoquer pour nous, avec nous, le patrimoine et l'héritage du CNAM à travers les âges. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée d'être ici. Il y a quelques... Il marche. Ah, il faut prendre celui-là ? Pardon. Oui, très impressionnée d'être devant vous ce soir. Il y a quelques jours, jeudi dernier, j'étais à votre place et j'avais le plaisir d'assister à une conférence du très beau cycle L'aventure des inventions qu'a initié notre administratrice et auquel je vous convie tous à venir. C'est à peu près tous les jeudis soirs et sur des sujets passionnants. Nous sommes ce mois-ci dans l'énergie. Nous allons bientôt passer dans d'autres sujets scientifiques tout aussi intéressants. Je ne suis pas comme d'autres intervenants, professeur ou en tout cas enseignante moi-même, puisque je suis conservatrice générale des bibliothèques. Mais cela dit, ça tombe bien, puisque pour vous parler aujourd'hui, comme il va s'agir de patrimoine, c'est un sujet que je maîtrise un peu, puisque c'est autour des questions patrimoniales que j'ai passé une grande partie de ma carrière dans les bibliothèques, mais pas que. Vous avez tous été élèves ici, puisque c'est le principe de cette réunion. Donc, il y a beaucoup de choses que probablement vous savez déjà, mais je vais essayer de vous en dire des nouvelles, notamment sur le patrimoine mobilier qu'on connaît moins. Ce que vous savez tous, c'est que le CNAM est installé dans un bâtiment extrêmement célèbre et important, qui est qui est l'abbaye Saint-Martin des Champs, que vous connaissez donc, et dans laquelle nous nous trouvons. Quelques éléments sur cette abbaye. C'est une abbaye clunisienne, qui est devenue clunisienne, mais qui a été construite au départ sur une première basilique funéraire mérovingienne, donc on est bien plus loin dans le temps, et donc élevée entre le 6e et le 7e siècle. La datation est relativement incertaine, et qui a été rénovée à l'époque carolingienne. Les restes de cette basilique ont été mis à jour lors des travaux de rénovation du musée en l'an 2000, et donc on connaît un peu mieux ce premier état, on va dire, de la fondation ecclésiastique qui précédait notre abbaye. Notre abbaye, quant à elle, elle est fondée en 1061, consacrée en 1067, et elle a été située à cet endroit qui est, on va dire, l'emplacement présumé d'un miracle de Saint-Martin, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Saint-Martin des Champs, puisque, bien évidemment, on était extrêmement loin du centre de Paris à l'époque. Thibaut II, futur évêque de Paris, décide, au début donc, du XIIe siècle, de construire une église, et il imagine, lui et bien sûr ses architectes, imagine à cette époque un chevet tout à fait inhabituel, donc à double déambulatoire et à 7 chapelles rayonnantes. Donc c'est ce que vous voyez dans l'église du musée. On en a une vision par l'extérieur, hein, et c'est vraiment ce plan du chevet de l'église qui est, du point de vue des spécialistes de l'architecture gothique, ce que je ne suis pas, la partie la plus intéressante de tous les bâtiments, avec cette chapelle axiale dédiée à la Vierge qui est tout à fait remarquable. Et vous avez ici un des chapiteaux de ce chevet qui est conservé au musée de Cluny et qui évoque effectivement la richesse particulièrement importante, la richesse décorative particulièrement importante de l'ensemble d'ailleurs de ces chapiteaux qui font penser à des travaux d'enluminure. Un autre bâtiment, construit un peu plus tard, est aussi remarquable et remarqué. C'est le réfectoire. Lui, il est construit au début du XIIIe siècle et il est un exemple tout à fait spectaculaire du gothique rayonnant. J'avoue que c'est une expression que j'ai appris en préparant cette proposition, mais si vous avez déjà franchi les portes de cette bibliothèque, puisque maintenant c'est la bibliothèque, vous ne pouvez qu'avoir été frappé par son élégance et à la fois sa hauteur et sa longueur, qui en font un bijou de l'architecture gothique. Longtemps, on a attribué cette architecture à l'architecte de la Sainte-Chapelle. C'est aujourd'hui
malheureusement pour nous, parce que c'est un nom prestigieux, malheureusement pour nous, une attribution qui est contestée. L'abbaye très puissante au Moyen-Âge, il y a eu un livre consacré à ce sujet que je vous invite à consulter, fait par Alain Mercier, qui a été pendant de très longues années au musée du CNAM, au musée des Arts et Métiers. Donc ce bâtiment, cette abbaye très puissante qu'on appelait la troisième fille de Cluny, perd un petit peu de son lustre, on va dire, en entrant dans l'époque moderne. Et malgré tout, elle est modifiée assez sensiblement au XVIIIe siècle. Et beaucoup des bâtiments actuels, en fait, sont des bâtiments construits au XVIIIe siècle, notamment tout... je ne vais pas commencer à expliquer, dans le CNAM, ça serait compliqué. Et finalement, l'ensemble est complété au XIXe siècle par la porte monumentale, par exemple, du 292, et d'autres éléments architecturaux qui viennent finalement harmoniser un petit peu l'ensemble des bâtiments. Donc on a les deux grands bâtiments médiévaux, puis un ensemble de bâtiments néoclassiques, classiques du XVIIIe, et ces ajouts du XIXe qui en font le CNAM actuel. En 1790, comme tous les biens appartenant au clergé, l'abbaye est décrétée bien national, et en 1798, le nouveau conservatoire des arts et métiers, créé à l'initiative de l'abbé Grégoire en 1794, prend possession des lieux, d'une partie des lieux dans un premier temps. Ça n'est qu'au fur et à mesure, disons, de la montée de l'activité du CNAM que l'ensemble des bâtiments sont affectés à son usage exclusif. L'ensemble a été largement réaménagé sous la monarchie de Juillet, mais aussi sous le Second Empire. Et c'est l'architecte Léon Vaudoyer qui en a été le principal acteur, notamment pour les aspects donc, de rénovation et de préservation du patrimoine médiéval. Et donc, il entreprend des travaux dans l'église et dans le réfectoire qui redonnent, d'après les critères et les standards de la rénovation bâtimentaire à l'époque, qui redonnent les peintures et les couleurs qui, d'après eux, étaient ceux de l'ancienne église médiévale. Lors de la rénovation du musée en 2000, le choix a été fait de garder ces décors, on va dire, à la Vaudoyer, mais l'étude qui a été faite a permis aussi de dire que beaucoup des éléments architecturaux, j'ai parlé tout à l'heure des chapiteaux qui sont tout à fait remarquables, en fait, s'avèrent être assez peu touchés au XIXe siècle, et donc il y a une vraie authenticité, on va dire, à ce qui est proposé dans l'église. Quant à la bibliothèque, en revanche, qui avait été entièrement meublée et restaurée dans un style néo-gothique, elle retrouve un aspect dépouillé. Après ça, c'est deux visions, on va dire, de la restauration des bâtiments qui se sont opposées sur ces deux exemples. Donc voilà pour le patrimoine architectural. Bien évidemment, le patrimoine bâtimentaire n'est pas le seul. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a d'autres bâtiments au CNAM qui sont intéressants, pas uniquement le bâtiment qui nous abrite aujourd'hui. Le bâtiment de l'IAT, par exemple, à Saint-Cyr-l'École, qui est un très beau bâtiment. On peut trouver du caractère également à l'INETOP, qui se trouve rue Gay-Lussac. Et donc, voilà, à chaque fois, le patrimoine, finalement, du CNAM n'est pas figé dans son aspect, dans son idée du XVIIIe siècle ou même du XIXe siècle, mais il y a bien des évolutions. En particulier au moment de la création, de la rénovation du musée que j'ai déjà évoqué, un bâtiment des réserves a été construit à Saint-Denis avec une intention architecturale qui a été à l'époque saluée, puisque pour ceux qui les connaissent, les réserves du musée sont
conservé dans une aile d'avion, c'est-à-dire un bâtiment en forme d'aile d'avion. Et dans quelques mois ou semaines, nous allons inaugurer 2 nouveaux bâtiments pour le CNAM, justement au Landy, à Saint-Denis, à côté des réserves du musée. Et donc, vous avez un patrimoine qui est en perpétuelle évolution. Mais le patrimoine donc, ne s'arrête pas à l'architecture. Et je voulais évoquer rapidement le musée des Arts et Métiers, bien sûr, qui est au cœur du projet de l'abbé Grégoire au moment de la fondation du musée. Et alors du coup, je vais essayer d'aller vite, mais je voudrais faire une citation qui permet de bien comprendre quel est l'objectif de Grégoire à ce moment-là. Il propose en effet aux députés de la Convention nationale la citation commence là, les moyens de perfectionner l'industrie nationale. La création d'un conservatoire pour les arts et métiers, où se réuniront tous les outils et machines nouvelles inventées et perfectionnées, va éveiller la curiosité et l'intérêt. Vous verrez dans tous les genres des progrès très rapides. Il y a quelques coupes. L'expérience seule, en parlant aux yeux, aura droit d'obtenir l'assentiment. Il faut éclairer l'ignorance qu'il ne connaît pas et la pauvreté qu'il n'a pas les moyens de connaître. Ça, c'est une phrase qu'on entend quand même très souvent dans nos murs, et c'est une très belle phrase, et il est toujours important de s'en souvenir. On y réunira les instruments et les modèles de tous les arts, dont l'objet est de nourrir, vêtir et loger. Il propose ça le 19 Vendémiaire en 3, c'est-à-dire le 10 octobre 1794, qui crée donc une loi, qui débouche sur une loi qui instaure le Conservatoire des arts et métiers. Avant Grégoire, l'idée d'un dépôt public d'invention, ouvert aux artisans et aux techniciens, n'est pas nouvelle. Je ne sais pas si on pouvait dire technicien à l'époque, je vais peut-être faire des néologismes que vous voudrez bien m'excuser. Puisque dès le début des années 1740, Jacques Vaucanson, un mécanicien célèbre, avait installé à l'hôtel de Mortagne à Paris plusieurs métiers et machines qui permettaient également de permettre à tous, on va dire, ou en tout cas à un nombre significatif de personnes, de comprendre la construction et le fonctionnement de ces machines. Avec la Révolution, le projet prend de l'ampleur et sont réunis au conservatoire, bien sûr, les machines de l'hôtel de Mortagne de Vaucanson, mais également l'ancien cabinet des machines de l'Académie des sciences, par exemple, ou les collections réunies à l'hôtel d'Aiguillon, des biens confisqués à l'ensemble des aristocrates qui étaient partis en exil. À partir de 1798, donc ça fait déjà une quantité de machines relativement importante, qui dépasse les capacités de l'hôtel de Mortagne, où précisément tout avait été regroupé, et le conservatoire, le jeune conservatoire, obtient l'autorisation s'installer dans l'ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs, et il investit immédiatement l'église, qui est un bâtiment, comme vous le savez, suffisamment vaste. Il installe également dans ce bâtiment un atelier de mécanique, un bureau des dessinateurs. Le dessin tient une place extrêmement importante dans le début du conservatoire, et le dessin industriel et technique est enseigné avec beaucoup de force et de volonté par les créateurs du CNAM, et une bibliothèque est établie dans la foulée. Les collections sont classées et les galeries ouvrent leurs portes dès 1802. Donc c'est quand même, le bâtiment... Oh, pardon. Non, voilà, pardon. Le bâtiment, en l'espace de 4 ans, les machines sont visibles au public, ce qui est une très belle réussite. Les collections donc s'étoffent tout au long du 19 et du 20e siècle, à la fois grâce aux liens qui sont créés par les enseignants du CNAM, avec des professeurs qui s'installent officiellement en 1819 avec les 3 premières chaires. Et donc ce lien privilégié entre les professeurs du CNAM et les entreprises, le monde de l'entreprise, permet beaucoup d'acquisitions intéressantes. Une autre grande filière d'acquisition, ce sont les expositions d'abord de l'industrie nationale, puis les expositions universelles, et le CNAM est extrêmement lié à ces deux dispositifs qui permettent de faire entrer des objets très intéressants au CNAM.
Aujourd'hui, c'est plus de 80 000 numéros d'inventaire pour le Musée des Arts et Métiers, qui comportent à la fois des objets techniques, bien sûr, mais là, vous les connaissez, je pense que chacun d'entre vous est déjà allé dans ce musée, donc j'en ai mis quelques images, mais bien sûr que ça ne remplace pas une expérience physique, dans lesquelles il y a également donc, 15 000 dessins du portefeuille industriel, énormément de photographies, et l'ensemble de ces collections, sauf celles qui sont exposées, ont été transférées à Saint-Denis dans les réserves que j'ai évoquées tout à l'heure. Depuis 2000, le musée a été rénové et a réouvert, je dirais, en remettant d'équerre un peu les standards d'un grand musée comme est celui que nous avons la chance d'avoir au sein du CNAM. Mais ça fait 20 ans, donc même 24 ans, puisque nous sommes en 2024. Et donc un ambitieux projet est en cours d'élaboration à nouveau pour le musée, pour lui redonner, pour corriger, on va dire, certains problèmes liés au temps qui a passé depuis sa dernière rénovation. Donc un patrimoine scientifique et technique tout à fait exceptionnel. Un autre patrimoine exceptionnel du CNAM, c'est son patrimoine documentaire. On a évoqué tout à l'heure le projet grégorien, c'est pareil, tous les CNAMiens savent que voilà, c'est l'abbé Grégoire, notre grand-père fondateur. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Grégoire n'a pas eu que ce projet-là, il a fait beaucoup de projets pour la France qui se sont révélés être des projets visionnaires et très novateurs. En particulier, il s'est beaucoup intéressé à la bibliographie. Et ce qu'il faut savoir, c'est à lui qu'on doit en grande partie l'organisation cohérente et rationnelle de la distribution de tous les livres qui ont été confisqués au même titre que les autres biens aux émigrés au moment de la Révolution. Et dans un texte célèbre, surtout auprès des bibliothécaires, il faut reconnaître, il écrit par exemple il dit à la Convention, comme il l'avait fait pour le Conservatoire, avec un style toujours extrêmement léché, « Vous avez émancipé l'esprit humain, il faut actuellement révolutionner les arts, rassembler tous leurs matériaux, tous leurs moyens, et transmettre cet héritage aux générations futures. Tous les genres de connaissances sont liés, ouvrons-en toutes les sources, afin que toutes les vérités éclipsent toutes les erreurs, afin que la raison publique s'avance à pas de géant, et que tout concourt à la gloire et à la prospérité de la République. » C'est aussi des phrases qu'on pourrait graver dans le marbre. Et donc, dans ce document, il explique que le livre est la nourriture de l'esprit et que donc il est important que chacun y ait accès. Et donc, il dispose que dans les dépôts de librairie, les grands établissements, les bibliothèques municipales ou nationales, ont vocation à aller chercher ce dont ils ont besoin comme matériel littéraire. Et il en va de même pour le jeune conservatoire. On a même une archive qui indique que le premier bibliothécaire du CNAM, qui s'appelle Gruvel, va avec l'abbé Grégoire dans l'un des dépôts de librairie qui se trouve à Paris pour aller chercher les livres. Pour vous donner une idée, de 1796 à 1799, c'est 10 000 volumes qui sont ainsi prélevés par le CNAM dans les dépôts de librairie. Alors, ce n'est pas les premiers à se servir, le CNAM, il y en a déjà eu d'autres avant, donc bon, voilà, ils ont pas mal de doubles, il manque peut-être certains trésors. Actuellement, de ces 10 000 volumes donc de l'Ancien Régime, il en reste 8 000 dans nos collections, et en particulier 6 incunables, c'est-à-dire 6 ouvrages publiés avant le 1er janvier 1600, et donc je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer donc l'incunable que nous avons, qui est un de nos incunables, très beau et coloré, qui est une édition de 1786 de la cosmographie de Ptolémée. Voilà. Elle est accompagnée d'une vision de la bibliothèque au XIXe siècle, donc une gravure qui montre, à l'époque déjà l'activité qui avait lieu. Pardon, j'ai oublié de dire que dès 1852, donc cette bibliothèque s'installe dans le réfectoire des moines, et c'est encore à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Et puis un trésor du CNAM qui est connu, mais de peu de gens, puisqu'il n'est connu essentiellement que des spécialistes des dessins français du XVIIe siècle, mais malgré tout, ça reste un trésor. Donc une série de 128 dessins
Et là, vous avez un portrait donc, de l'école de Clouet. Il y a d'autres séries comparables, mais le recueil, il s'appelle dans le milieu du dessin le recueil des arts et métiers. Et donc, il est extrêmement célèbre. Et vous avez là François Ier. Alors, la raison pour laquelle il est arrivé à la bibliothèque du CNAM est assez mystérieuse et les pistes qui sont évoquées ne sont pas toutes très convaincantes. Est-ce que c'est passé par les dépôts de librairie? Honnêtement, rien ne l'atteste. Et pourquoi le choix qui a été fait a quand même été fait avec raison. Pourquoi est-ce qu'ils auraient pris ça, si ce n'est pour l'école de dessin? J'avoue que, enfin voilà, il y a plusieurs théories qui s'affrontent sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, la bibliothèque, c'est près de 200 000 volumes sur tous les sujets qu'enseigne le CNAM. 4000 périodiques, ce qui est considérable, et puis des revues électroniques, des bases de données. Enfin voilà, la bibliothèque s'est mise à l'heure du numérique. Elle n'est pas la seule, fort heureusement. Ce que je voulais, avant que le temps me soit complètement écoulé, enfin que le temps qui m'est imparti me soit complètement écoulé, je voulais évoquer aussi le patrimoine archivistique, qui est un véritable trésor pour le CNAM et pour son histoire. Enfin, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre le CNAM. Et j'ai donné comme quelques exemples. Alors les archives, hein, c'est tout ce qui reste de l'activité du CNAM, donc elles sont riches dans beaucoup de domaines, mais elles ne sont pas forcément très visuelles. J'ai essayé de trouver des exemples un peu différents, et donc je vous ai mis là un document qui est celui qui est le deuxième à côté de la fiche de cours. Bon, la fiche de cours, c'est une fiche de cours, mais les archives liées à la formation et liées à la pédagogie sont extrêmement intéressantes. Donc là, vous avez tout à gauche une affiche de cours et tout à droite, en fait, des notes qui sont prises à un cours de chimie en 1842. On a 4 volumes, donc vraiment, on peut comprendre quelle était, à cette époque-là, j'ai dit tout à l'heure, les premières chaires 1819, donc quelques années après le début des chaires, quel était le contenu complet de l'enseignement de chimie industrielle au CNAM. Vous avez un manuscrit qui évoque, qui nous est souvent emprunté, c'est aussi un de nos livres assez précieux, puisque c'est les méthodes de tisser, enfin c'est un manuscrit chinois qui explique de la récolte du mûrier jusqu'à la fabrication de l'étoffe de soie, quelles étaient les pratiques au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle en Chine. Enfin, vous avez aussi les procès-verbaux du Bureau de consultation des arts et métiers, et donc les premiers registres, enfin ce qui est devenu l'INPI en fait, voilà, les premiers registres des inventions qui ont été confiés au CNAM dans un premier temps avant d'en être séparés, je pense que c'était même au XXe siècle. Voilà. Et donc, je vous encourage sur tous ces sujets-là à consulter le CNUM. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, donc le Conservatoire numérique du CNAM, qui est un outil absolument fantastique pour aller rechercher à la fois dans les différents ouvrages précieux des disciplines qui vous intéressent, mais aussi sur l'histoire du CNAM, mais aussi sur les archives, mais aussi sur les dessins, et aussi sur un secteur que moi, qui ne suis pas ingénieur, apprécie particulièrement, c'est la vulgarisation scientifique, la science pour tous, la nature, toutes ces revues, la vulgarisation scientifique, enfin, la presse de vulgarisation scientifique au XIXe siècle en France est extrêmement florissante et extrêmement intéressante. J'ai encore 2 minutes, alors ça va, voilà, je voulais quand même vous expliquer que voilà, tout ce patrimoine sert à une chose, c'est en fait à valoriser un héritage exceptionnel qui est celui du CNAM. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes parce que je pense que vous êtes tous convaincus de ce que je vais dire, mais c'est à la fois des missions qui traversent le temps, les missions d'enseignement tout au long de la vie, d'enseignement tout court, les missions de recherche, mais aussi des missions de diffusion des savoirs. Une histoire singulière, et donc c'est grâce à tout ce patrimoine finalement qu'on arrive à la faire, à la constituer, à la comprendre. Et une place à part dans l'environnement de l'enseignement supérieur en France, et un héritage humain. J'avais envie de finir là-dessus, puisque je sais qu'après ça, vous allez avoir une conférence sur les alumni, enfin sur
les liens intergénérationnels entre les alumni. Et bien sûr que dans le capital humain, il y a plusieurs de ce que j'ai représenté ici. Donc, je vous ai mis un annuaire des anciens. Il fut un temps où il y avait des revues mensuelles qui comptabilisaient et qui faisaient vivre les alumni. Donc, je suggère que c'est peut-être une piste à creuser pour l'avenir. Parce qu'il y en a plusieurs séries de plusieurs types de publications. Vous avez donc ces jeunes filles de l'école d'électrochimie, je crois, qui gravissent les marches du musée pour aller s'alimenter à la source de ce patrimoine scientifique et technique que j'ai évoqué. Vous avez le patrimoine mobilier artistique que j'ai mis là, vraiment pour ne pas l'oublier tout à fait, et qui est le bâtiment de Dalou qui a été conçu en l'honneur de Boussingault, le père de la chimie agronomique, et qui a été déplacé il y a quelques années à Ploufragan, donc devant le CNAM. Ça permet aussi de faire un petit clin d'œil à nos collègues des CNAM dans toutes les régions. Et enfin, je ne résiste pas à vous dire quelle est cette photo noir et blanc qui n'a l'air de rien. J'ai presque fini, Paul. Mais c'est pour vous dire que dès 1963, en fait, Télécnam a existé et que donc l'innovation pédagogique du CNAM à travers notamment les nouvelles méthodes pour enseigner à tous et partout, c'est une tradition qui remonte à loin, et il me semble que s'occuper du patrimoine, c'est aussi réfléchir à ce que nous allons pouvoir faire demain pour, essayer d'égaler tout ce qui a été fait avant. Je vous remercie. Grand merci, Pascal. Juste, ça évoque chez moi deux choses. La première, c'est le patrimoine immatériel, qui est la connaissance, au service de laquelle nous sommes tous et dans laquelle nous nous noyons un petit peu. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est vrai que ce patrimoine du CNAM, physique, bibliothèque, mobilier, immobilier, contribue à ce patrimoine immatériel de connaissance. C'est la première réflexion. Et puis, une réflexion peut-être d'ingénieur, arts et métiers. Et c'est vrai que les métiers, les techniques, souvent c'est de l'art pour un certain nombre d'ingénieurs, notamment dans les dessins et les graphiques. Mais j'aimerais, avant que vous nous quittiez, juste vous poser une petite question. Cette magnifique bibliothèque, je crois qu'on peut y accéder quand on est diplômé du CNAM. Juste, pourriez nous dire comment on s'implique, comment on peut y accéder ? Absolument, vous avez raison. La bibliothèque donc, est réservée aux élèves par tradition, on va dire, puisque quand elle est pleine, en fait, on ne veut pas que les élèves du CNAM soient rejetés alors qu'il y a des élèves qui ne sont pas du CNAM. Donc, comme la salle n'est pas très grande, elle fait 160 places, c'est pas gigantesque, mais il y a une exception pour les alumni qui, du fait d'être alumni, peuvent absolument venir quand ils le souhaitent à la bibliothèque. Alors, du coup, ils ne peuvent pas s'inscrire, le lien avec l'inscription automatique qu'ils font au CNAM n'existe plus, mais il suffit de se présenter à la bibliothèque et de demander une inscription. Donc là, c'est une inscription manuelle qui se fait et qui est tout à fait possible pour tous les alumni. Je vous remercie de cette question. Merci.